Allô tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo terrifiante. Je vous retrouve aujourd'hui au coin du feu de bougies. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça, donc here we are. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. Parmi ces 3 histoires, il y a du vrai, du faux, de la fiction, de la réalité. Je vais vous révéler mes sources à la fin de la vidéo. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit plaid, allumez une bougie, fermez bien vos portes et on y va. Royaume-Uni, 1982. Hélène, c'est une jeune fille de 16 ans qui, pour payer ses études, fait du babysitting. Elle garde les enfants de la famille Stuart depuis un peu plus d'1 an et elle s'entend super bien avec les parents, super bien avec les enfants. Ça se passe super bien. Ce soir-là, c'était un soir comme les autres. Hélène est partie garder les enfants de la famille Stuart et les parents allaient pas s'absenter très longtemps, ils allaient juste sortir dîner, donc elle allait pas rester très longtemps à la maison ce soir-là. Elle arrive vers 18h à la maison de la famille Stuart, les parents étaient déjà sur le départ, ils lui ont donné quelques instructions et ils sont partis à leur dîner. Hélène se retrouve dans la grande maison Stuart avec les enfants à garder et elle a joué un petit peu avec eux, tout s'est bien passé et puis ensuite elle est allée les coucher. Il fallait dire que la maison était quand même assez grande, c'était une famille de 3 enfants, donc c'est vraiment les grosses maisons américaines. Donc ce soir-là, après avoir couché les enfants, elle s'installe sur un canapé, elle sort un livre qu'elle avait emmené avec elle, elle lisait très souvent et commence à bouquiner tranquillement sur le canapé en attendant que les parents reviennent. Vers 22h, le téléphone fixe de la maison se met à sonner. Elle décroche le combiné parce qu'elle se dit que ça peut être important. Et là, elle entend une voix au bout du fil. La voix lui dit « Est-ce que tu es allé voir les enfants ?» Did you go see the kids? Hello, I'm not sure. He Et Hélène, elle comprend pas parce que cette voix-là, elle ressemble pas du tout à la voix des Stuart. Et puis d'un coup, ça raccroche. Alors là, sur le coup, elle se dit, la voix était comme masculine, alors elle se dit, c'est peut-être le père Stuart qui m'a appelé pour savoir si les enfants allaient bien, c'est vraiment bizarre, mais bon, s'il y a vraiment un problème, il va me rappeler. Et à 22h15, le téléphone sonne à nouveau. Elle se rue sur le téléphone, elle décroche, et elle entend à nouveau, est-ce que tu es allé voir les enfants ? Sauf que là, elle a bien écouté la voix et définitivement c'est pas du tout la voix du père Stuart. Et elle lui demande c'est qui est-ce qui me parle au téléphone. Mais là ça raccroche encore. Donc là Hélène elle commence à freak out et décide d'appeler le restaurant où sont les parents Stuart. Elle appelle le restaurant et là ils lui disent mais mademoiselle, monsieur et madame Stuart sont partis depuis à peu près 20 minutes. Donc elle se dit ok, le restaurant il est censé être plus ou moins à 15-20 minutes, donc il devra arriver d'une minute à l'autre. Elle est persuadée que c'était pas du tout la voix du père Stuart au téléphone, donc elle décide d'appeler la police. Elle appelle le 911 et là elle leur dit écoutez, je sais pas ce qui se passe mais il y a quelqu'un qui appelle encore et encore au téléphone du domicile des enfants que je garde, puis c'est pas normal, c'est pas la voix du père, c'est vraiment bizarre. Et là la police lui dit mais écoutez mademoiselle, on peut rien faire contre les canulars téléphoniques, donc si jamais il y a quelque chose de plus concret, rappelez-nous et tenez-nous au courant. Donc elle se rassoit sur son canapé, elle attend. Les parents Stuart arrivent toujours pas. Quelques minutes après, le téléphone se remet à sonner. Pourquoi tu n'es pas allé voir les enfants ? Cette voix lui glace le sang. Elle sait pas du tout quoi faire, elle raccroche le téléphone, elle est super effrayée et décide de rappeler la police. Elle leur dit « Écoutez là, le gars ne fait que de me rappeler, en plus les parents Stuart sont toujours pas arrivés, j'ai peur. » La police lui dit « Écoutez mademoiselle, si jamais il y a quelqu'un qui va vous rappeler, on va essayer de retracer l'appel, vous inquiétez pas, calmez-vous, vous êtes en sécurité. » Elle raccroche et plus les minutes passent, et plus elle commence à ressentir comme une présence dans la maison. C'est une fille qui est très terre à terre, alors elle se dit c'est peut-être psychologique, c'est peut-être moi qui, après tous ces appels-là, commence à imaginer des choses, mais elle commence vraiment à se sentir très très mal à l'aise dans la maison. Hélène décide de fermer toutes les portes à clé, elle ferme toutes les fenêtres, elle se barricade et elle se met dans un coin du canapé. Why did you lock the doors? Elle répond « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez exactement ?» Et la voix lui répond « Je te vois, tu sais. » please stop when you're. I'm just fucking afraid right now, and I just call the cops. Les parents Stuart sont en chemin, donc arrêtez ça tout de suite. Et là, elle entend comme un rire, elle lui dit « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et là, la voix lui répond. What I want to bath in your blood. À ce moment-là, Hélène, elle est prise de panique, elle raccroche, elle commence à freak out totalement. Au même moment, son téléphone sonne encore, elle décroche, elle hurle « Laissez-moi !»
Sauf que là, la voix qui répond, c'est la police. Hélène, c'est la police, on a retracé l'appel, il vient de l'intérieur. Sortez tout de suite de la maison. Elle se lève d'un bond, elle se rue vers le trousseau de clés qui était sur le comptoir de la cuisine parce qu'elle avait fermé toutes les portes à clé. Elle prend le trousseau, elle court vers la porte. Elle se dépêche, elle essaye de trouver la bonne clé, elle tourne la clé dans la serrure. Et là, elle entend un bruit dans son dos. Elle se retourne et elle voit derrière elle une silhouette d'homme en haut des escaliers, là où se trouvent toutes les chambres des enfants, et il commence à avancer vers elle. Elle ouvre la porte, elle sort en courant, et là elle tombe nez à nez avec la police qui venait d'arriver sur les lieux. Et à ce moment-là, elle est prise en charge par les policiers, elle commence à raconter un petit peu ce qui s'est passé, et elle se retourne vers la porte d'entrée qui était restée ouverte. Et là elle voit la police qui menotte un homme recouvert de sang, le sang des 3 enfants de la famille Stuart. Je vais vous raconter l'histoire de Frank. C'est un publicitaire de 40 ans qui a une carrière plutôt brillante. En ce moment, il est sous contrat pour une marque de Viagra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Viagra, c'est des pilules magiques qui font fonctionner l'appareil génital masculin. Et ça lui prend pas mal de temps, c'est vrai, parce que cette marque de Viagra, elle fait des grosses campagnes pub, donc ça lui prend beaucoup de temps. Il est très souvent au bureau. Du côté personnel, ça va plutôt bien aussi. Il est marié depuis à peu près 15 ans à Hélène, sa femme, qui est l'amour de sa vie. Il l'a rencontrée quand il était assez jeune, mais ils se sont toujours aimés d'un amour vraiment immense. Donc dans la vie de Frank, tout se passe vraiment bien, autant du côté personnel que professionnel. Il y a juste une tache noire au tableau, c'est ses fameux cauchemars. Il a des cauchemars depuis quelques temps, toutes les nuits, inlassablement, c'est toujours le même cauchemar. Il est dans un avion, et tout se passe bien jusqu'au moment où il se rend compte qu'il a une personne à côté de lui. Et cette personne, il sait que s'il la regarde, il va être détruit. Il meurt d'envie de la regarder, mais s'il la regarde, il va être totalement détruit, il le sait. Et ce cauchemar, il le fait toutes les nuits depuis un certain temps, et ça le hante totalement, ça le bouleverse totalement, et c'est presque devenu une obsession. Ce matin-là, il se réveille en sursaut, et une fois de plus, il a fait ce cauchemar terrifiant. Et heureusement, quand il ouvre les yeux, il voit que tout se passe bien, il est dans sa chambre, sa femme dort à côté de lui. Frank se lève de son lit, caresse Lady, son chien, qui vient souvent dormir dans la chambre ces derniers jours parce que Hélène est malade, et Hélène est très proche de Lady. Du coup, c'est vraiment un chien à sa maîtresse, et dès qu'elle est un peu malade, elle vient toujours dormir au pied du lit. Ce jour-là, c'est une journée de travail pour Frank, donc il s'est levé vraiment tôt. Et il sort de la chambre sans faire de bruit parce que Hélène est encore en train de dormir, puis il veut pas la réveiller. Il va aller se faire un café, et il fait attention de bien fermer la porte derrière lui, la porte de la chambre, pour ne pas la réveiller. Comme je vous disais, Frank, il a beaucoup de travail, du coup il fait des énormes journées, et c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas beaucoup le temps de croiser sa femme. Ça leur pose un peu problème, mais Frank, c'est le seul à avoir un travail. Hélène, elle reste à la maison, donc pas le choix, il est obligé d'aller travailler et de faire ces grosses journées-là. Il part prendre sa douche, et là, sous la douche, il pense encore à son cauchemar. Il est assis côté passager dans un avion, il y a cette mystérieuse personne du côté hublot, et il ne peut pas la regarder. En sortant de sa douche, avant de partir au travail, il décide de faire une petite promenade à Lady, donc il lui fait faire un petit tour. Et quand il revient, il croise son concierge Carlo. Et là, Carlo lui dit « J'ai enfin réussi à contacter Madame Warowski. » Et là, Frank, il se rappelle que Madame Warowski, qui vit juste au-dessus de chez lui, elle est absente depuis 2 mois, et en fait, il y a un gros problème dans l'immeuble, un problème d'odeur. Madame Warowski, étant donné qu'elle est partie depuis 2-3 mois en voyage, elle a sûrement laissé dans son frigo de la nourriture pourrie, et ça sent très fort dans l'immeuble. Et c'était un problème pour tout le voisinage, et donc Carlo, le concierge, annonce à Frank qu'il a enfin réussi à contacter Madame Warowski et à obtenir l'autorisation de faire venir une équipe d'hygiène chez elle et des dératiseurs pour voir s'il n'y a pas des rats qui sont venus dévorer la nourriture, pour faire le ménage, parce que l'odeur est insoutenable. Donc Frank lui dit « Ok, c'est une super bonne idée, fais venir les dératiseurs, quand est-ce qu'ils passent exactement ?» Et Carlo lui répond que les dératiseurs sont bookés pour le lendemain. En même temps, il lui demande « Oh, en fait, comment va Hélène ?» Carlo, Frank et Hélène sont très proches, donc Carlo lui demande « Comment va ta femme ?» Parce qu'elle était malade ces derniers jours. Frank lui dit « Elle va beaucoup mieux, elle a une petite bronchite, on a failli aller à l'hôpital, mais finalement elle va beaucoup mieux, donc voilà. » En revenant chez lui avec Lady, Frank écrit une petite note sur un post-it à l'attention de Hélène, qui colle à côté de la cafetière, et il lui dit « J'ai promené Lady, les dératiseurs vont arriver demain, passe une bonne journée, je t'embrasse fort. » Voilà. Frank se rend au travail, et sa journée de travail se passe vraiment bien, malgré le fait qu'il y a toujours ce cauchemar en background qui le hante un peu. Il est quand même très professionnel et très bon dans ce qu'il fait. Et la raison pour laquelle il est si bon et pour laquelle il a monté si vite les échelons, c'est que c'est quelqu'un de très créatif, de très imaginatif, et il a toujours réussi à faire
de simples marques ou de simples concepts, comme le Viagra. Tout un univers qui est hyper vendeur et qui plaît beaucoup aux clients. Il a beaucoup de talent. Il était à peu près 17h, il s'apprêtait à rentrer chez lui quand il reçoit un coup de fil de Carlo, son concierge. Carlo lui dit: écoute, j'ai réussi à faire avancer le rendez-vous des dératiseurs, finalement ils passeront pas demain, ils vont passer ce soir à 18h. Donc Frank lui dit: ok, pas de problème, c'est cool, comme ça va sentir meilleur dans l'immeuble. Et Carlo lui dit: il y a autre chose que je voulais te dire, cette odeur-là ne vient pas d'au-dessus de ton appartement, mais de ton appartement. Frank répond ok, il raccroche, il rentre chez lui et il voit Lady qui court vers lui, alors il fait une petite caresse et il dit à Hélène: Hélène, je suis rentrée et les dératiseurs vont arriver plus tôt que prévu, apparemment l'odeur vient de chez nous. Pas de réponse, alors il cherche dans la maison: Hélène, t'es où? Il ouvre la porte de la chambre et là il voit Hélène. Et il s'approche d'elle et il dit: les dératiseurs vont arriver dans 1 heure à peu près. Et là il voit Hélène qui bouge sa main en dehors de la couverture. Et en fait il se rend compte que sa main, elle est inerte. Elle a pas bougé, sa main est tombée de la couverture. Alors il s'approche un peu plus près d'Hélène et il lui dit: qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Et là il se souvient soudainement d'une conversation qu'il a eue avec elle il y a de ça 1 an ou 2. Ils étaient tous les deux dans un avion en partance pour Tahiti. Hélène dormait sur le côté hublot et il la regardait dormir. Et puis soudain il a été pris d'un sentiment terrifiant. Il l'a réveillée et il lui a demandé pourquoi il l'a réveillée. Et là il lui a dit: j'ai cru que t'étais morte. Et là elle a rigolé, elle lui a répondu: j'imagine que si ça m'arrivait, t'irais t'amuser à Tahiti quand même. Et il lui a répondu: non, je te garderai avec moi. Pourquoi? Comment ça? Parce que je l'accepterai pas. Je pourrais pas me passer de toi. Et là Hélène lui a répondu: mais tu sais qu'après quelques jours mon corps commencerait à sentir vraiment mauvais. Il lui a dit: non, je te garderai en vie, en utilisant le meilleur atout d'un publicitaire, l'imagination. Voilà l'histoire de Frank qui me fait flipper comme jamais. Sa femme est décédée d'une bronchite et il l'a pas du tout accepté, à un tel point que son cerveau a fait un blocage et il a gardé sa femme décédée pendant plusieurs jours chez lui, sans voir la vérité en face. Les voisins pensaient que c'était la nourriture pourrie en putréfaction, mais c'était sa femme qui était dans son lit depuis le début. C'est horrible. On est aux États-Unis, dans une région qui ressemble pas mal au Texas, et ce soir-là, quelqu'un vient frapper à la porte de Jim Truesdale. Derrière la porte, c'est le shérif Barclay et plein de villageois qui se sont postés derrière sa porte, qui l'appellent, qui l'insultent et qui lui demandent d'ouvrir la porte. Jim Truesdale comprend pas trop ce qui se passe. Quand Jim Truesdale ouvre la porte, il découvre des visages froids, mécontents. De toute évidence, il se passe quelque chose de très grave. Le shérif Barclay lui dit: sors de là Jim, lève les mains en l'air, je veux pas qu'il y ait de débordement, tu es en état d'arrestation. Jim Truesdale sort de là, il a l'air un peu hébété, il comprend pas trop ce qui se passe. Le shérif lui demande: t'as pas demandé pourquoi on t'arrête, est-ce que tu sais pourquoi t'es arrêté? Jim Truesdale ne répond rien et le shérif lui dit: où est ton chapeau, Jim? À ce moment-là, Truesdale met sa main sur sa tête comme pour chercher son chapeau et il le trouve pas. Il pensait l'avoir sur sa tête, mais il y est pas. Alors il lui dit: je sais pas où est mon chapeau, j'ai dû le perdre. Bref, du coup le shérif emmène Truesdale au poste de police. Quand les agents reviennent au poste de police, le shérif va voir Jim Truesdale et lui dit: on trouve nulle part ton chapeau, où est-ce que tu l'as mis? Et là Jim Truesdale il répond quelque chose de vraiment étrange. En fait j'allais pas tarder à aller me coucher, est-ce que je peux rentrer chez moi? Et là, personne ne dit rien, mais le shérif doit sûrement se dire dans sa tête: wake up, t'es dans un poste de police, il se passe quelque chose de grave. Mais bon, bref, le shérif dit rien et lui dit: est-ce que t'étais en ville cet après-midi? Et là, il y a un agent de police qui était là, qui prend la parole et qui dit: oui, il y était, je l'ai vu de mes propres yeux, avec le chapeau. Là, le shérif lui redemande: est-ce que t'étais en ville cet après-midi avec ton chapeau? Oui, j'étais en ville et effectivement, je portais mon chapeau. T'étais au Chuck a Luck? Jim Truesdale réfléchit, il dit: oui, j'étais au Chuck a Luck. C'est un petit bar dans le coin. Et ouais, j'y étais. J'ai bu quelques verres là-bas et j'imagine que j'ai peut-être perdu mon chapeau là-bas et je suis rentrée chez moi. Et là, le shérif le regarde droit dans les yeux et lui dit: Jim, on se connaît depuis longtemps maintenant, dis-moi la vérité. C'était un tout petit village et tout le monde se connaissait plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'ils étaient assez proches. Et là, Jim, il réalise un peu ce qui est en train de se passer et il lui dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Le shérif lui répond: t'es en état d'arrestation pour le meurtre d'une petite fille. Et là, Jim, il a pas vraiment de réaction. Il a un air un peu bête, un peu simple. Et c'est un gars qui boit pas mal d'alcool, qui vit dans une petite maison un petit peu délabrée. Dans le village, les gens avaient tendance à le voir comme un peu un ermite ou quelqu'un d'assez simple d'esprit.
Et bref, Jim Truesdale réagit pas vraiment quand il apprend ça. Et là, le policier qui était à côté du shérif dit à Jim Truesdale « Non seulement tu as tué la petite fille, mais en plus tu as volé son unique dollar, espèce de chien. » Jim Truesdale répond seulement « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Et là, d'un coup, ils entendent du brouhaha, du bruit, comme de beaucoup de gens. Devant le bureau du shérif, il y a un regroupement de personnes. Les villageois étaient en train de crier « tueur d'enfants ». Ils voulaient clairement la peau de Jim Truesdale. Les gens étaient vraiment très fâchés, très en colère. C'était un tout petit village, puis on avait tué une petite fille. Le shérif sort de son bureau, calme un petit peu les gens, leur dit que la situation est prise en main et qu'ils ont attrapé le tueur, donc qu'ils s'inquiètent pas, qu'il allait avoir justice rendue. Sur ce, il emmène Jim Truesdale dans une cellule et là, il demande à Jim Truesdale « Déshabille-toi, on va te fouiller intégralement ». Jim Truesdale se déshabille, il fouille ses poches, il fouille partout et là, le shérif lui demande « Retourne-toi et montre-moi tes fesses ». Je vais vous passer un petit peu le détail, mais Jim Truesdale comprend pas trop parce qu'il connaît pas trop le système carcéral. Et en gros, dans le milieu carcéral, des fois, ça arrive qu'on ait besoin de faire des fouilles dans les fesses. Et donc du coup, le shérif lui fait une fouille. Mais il ne trouve absolument rien du tout. Une fois que tout ça est terminé, le shérif redemande cette fameuse question à Jim, où est-ce qu'il est ton chapeau? Jim a toujours la même réponse, je sais pas. Et le shérif lui dit, ton chapeau, il est sur mon bureau. Jim comprend pas trop, il lui dit pourquoi vous m'avez demandé plein de fois où était mon chapeau s'il est sur votre bureau. Le shérif lui répond c'était pour voir ce que t'allais dire. Moi ce que je veux vraiment savoir c'est ce qui s'est passé et je veux savoir où est le fameux dollar qui a été volé sur le corps de la petite fille. Est-ce que tu l'as dépensé? Est-ce que tu l'as jeté? Est-ce que tu t'es senti coupable? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'on sait que c'est toi. Et là Jim Truesdale ce qu'il répond c'est est-ce que je peux récupérer mon chapeau? Le shérif est abasourdi par sa réponse, qui est complètement à côté de la plaque, et lui dit ok, non, t'es en état d'arrestation, puis ton chapeau c'est une preuve, donc tu vas rester en prison. Quelques semaines passent et le shérif a réussi à rassembler les personnes nécessaires pour le procès de Jim Truesdale. C'est un tout petit village et c'est vrai que les procès se font beaucoup plus rapidement que dans d'autres villes vraiment grandes, et des fois les procès se font rapidement, se font pas forcément parfaitement, mais bref, le procès a lieu. Ce jour-là, Jim Truesdale se met sur le banc des accusés et comparaît pour le meurtre d'une petite fille. Pendant le procès, le procureur a appelé une douzaine de témoins à la barre. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu une fête d'anniversaire pour l'anniversaire d'une petite fille du village. Et vers 14h, au moment où la petite fête d'anniversaire battait son plein, Jim Truesdale est rentré dans le bar, le Chuck à Luck. Il portait son chapeau de cow-boy et il est allé se commander un verre. Tous les témoins ont attesté soit avoir vu Truesdale avec son chapeau dans le bar, soit l'avoir vu régulièrement se balader avec son chapeau. Il ne quittait absolument jamais son chapeau. Vers 15h, la fête d'anniversaire battait toujours son plein, mais la petite fille a quitté sa fête pour aller se rendre au centre du village. Sa mère lui avait donné $1 et elle voulait aller s'acheter quelques bonbons parce qu'elle voulait des bonbons pour sa fête. Vers 17h, la petite fille était toujours pas rentrée, alors les parents et des amis des parents sont partis à sa recherche et malheureusement, ils ont retrouvé son corps non loin du Chuck à Luck. Elle avait été étranglée et le chapeau de Jim Truesdale avait été retrouvé sous sa robe. Quand les policiers ont analysé la scène de crime, ils ont bien vu que le dollar que lui avait donné sa mère était manquant, donc on lui avait volé son dollar parce qu'elle avait jamais été acheter des bonbons. Il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'état où se passe notre histoire, la peine de mort est encore autorisée et du coup, Jim Truesdale encourait la peine de mort. Au procès, on lui a redemandé s'il était bien allé au Chuck à Luck le jour du meurtre de la petite fille et il a répondu « J'imagine que oui, sinon je serais pas là ». Truesdale a dit que de toute évidence, il avait perdu son chapeau puisqu'il ne savait pas où il était et qu'il l'a retrouvé dans le bureau du shérif. Et là, les gens lui ont dit « Mais alors ça veut dire que t'as passé toute ta journée sans ton chapeau, sans t'en rendre compte ?» Comme je le porte tout le temps, j'imagine que j'ai même pas remarqué son absence étant donné que je l'ai tout le temps sur ma tête. Il y avait quelques personnes dans l'assemblée qui riaient tellement la situation était ridicule parce que Jim Truesdale se rendait absolument pas compte à quel point la situation était grave. Pendant le procès, on a demandé à Jim Truesdale « Avez-vous rencontré la petite fille dans les alentours du Chuck à Luck? Est-ce que vous l'avez rencontrée et est-ce que vous lui avez volé son dollar ?» Il répond « Non monsieur, je connais pas cette petite fille. » Les gens le traitent de menteur et lui, il fait que de répéter « Je mens pas, je suis innocent, j'ai pas tué cette petite fille. » Et là, une personne lui demande une dernière question. « Monsieur Truesdale, persistez-vous à dire que quelqu'un vous a volé votre chapeau et qu'on a voulu vous faire porter le chapeau, on a voulu vous incriminer pour le meurtre alors que c'est pas vous. » À ce moment-là, Truesdale, il répond rien du tout. On lui demande de répondre à la question et il répond « Je sais pas ce que ça veut dire le mot incriminer. » Donc là, à nouveau, il y a des petits rires dans l'assemblée.
et on lui explique « Est-ce que vous pensez que quelqu'un s'est fait passer pour vous pour commettre ce meurtre ?» Et là, Truesdale y réfléchit et il répond « Peut-être que quelqu'un l'a pris par erreur et l'a jeté ensuite. » Et le temps est venu de délibérer sur la culpabilité de Jim Truesdale. Il s'avère que les personnes qui délibéraient pour sa culpabilité ont pris leur décision très rapidement, sauf que pour le côté moral, éthique, ils ont attendu 1 heure ou 2 avant de donner leur délibération. Mais apparemment, dès le premier tour, ils étaient tous d'accord pour dire que Jim Truesdale était 100% coupable. Jim Truesdale est condamné à mort. Le jour de sa condamnation à mort, le shérif Barclay fait les papiers, l'administration, tout ça, et il se sent pas très bien. Et il en parle à un de ses collègues, il lui dit « Ok, Jim Truesdale a tué cette petite fille, mais pourquoi on n'a pas trouvé ce dollar ?» Et là, son collègue lui répond « Bah sûrement, il a pris peur et il l'a jeté. » Je pense pas, parce qu'il est trop idiot. S'il avait gagné $1, il serait retourné au Chuckaluck et il aurait pris une boisson. Il aurait fait quelque chose avec ce dollar-là. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Est-ce que t'es en train de dire qu'il est innocent? Non, c'est pas ce que je dis, mais juste je trouve ça vraiment bizarre. Il se souvient, le shérif, qu'il avait fouillé de fond en comble, vraiment de fond en comble, et qu'il avait absolument pas trouvé de dollar. La veille de l'exécution de Jim Truesdale, le shérif va le voir et lui dit « Est-ce que t'as quelque chose à me confesser ?» Et là, Truesdale, il lui dit « Bah, je sais pas, juste que j'ai pas tué cette petite fille. » Bref, le shérif Barclay dit à Jim Truesdale « Si tu veux, tu peux commander un dernier repas, le repas du condamné, avant que tu sois exécuté. » Jim Truesdale a commandé un steak et des œufs avec des frites et il a spécifié qu'il voulait que ça baigne dans le jus de viande. Une fois que Jim Truesdale a fini son dernier repas, le shérif a été le voir à sa cellule et il a constaté que Jim Truesdale avait fini son assiette jusqu'au point de lécher l'assiette, il avait vraiment tout terminé et Jim Truesdale avait l'air vraiment contrarié. Jim Truesdale dit au shérif « Je viens de penser à quelque chose. » Tu viens de penser à quoi? Si je me fais exécuter demain matin, je vais mourir avec mon steak, mes œufs et mes frites dans mon ventre et j'aurai pas le temps d'évacuer. Pendant un moment, le shérif il sait pas quoi dire, il est un peu abasourdi par cette pensée-là, c'est vraiment bizarre. Mais bon, il passe au-dessus, il se dit ok, c'est ses pensées avant de mourir, il est en train de divaguer un peu. Bref, le matin de l'exécution, le shérif Barclay sort Jim de sa cellule et l'emmène dans la salle d'exécution. Pendant que Jim est préparé à l'exécution, le shérif parle à son collègue et son collègue lui dit « Tu crois vraiment qu'il l'a pas tué hein ?» Et là, le shérif lui dit « En fait, c'est juste que s'il l'a pas tué, le tueur court toujours. » À ce moment-là, il commence à y avoir pas mal de gens qui s'attroupent devant la salle d'exécution. Les parents de la petite fille, des personnes de la famille, des amis, le shérif, etc. etc. Et là, Jim Truesdale, qui va se faire exécuter, commence à paniquer. « Faites pas ça, s'il vous plaît !» Il commence vraiment à prendre conscience qui va vraiment se faire exécuter. Là, t'as quelqu'un qui crie dans l'assemblée « Arrête de faire ça, meurs comme un homme !» Il commence à s'énerver parce que Jim Truesdale perd totalement son sang-froid. Et là, Jim Truesdale commence à dire « Je veux qu'on m'exécute à l'extérieur, je veux voir le soleil !» Et il commence à pleurer, il commence à s'agiter, mais c'est trop tard, il est dans la salle d'exécution et son exécution va arriver dans quelques minutes. Il hurle, il se débat, il crie « Non, non, s'il vous plaît, me faites pas ça, me faites pas ça !» Mais rien n'y fait, inlassablement, sa mort approche. Ce mardi matin, à 9h58, Jim Truesdale se fait exécuter. Dans la salle où les personnes pouvaient assister à l'exécution, les parents de la petite fille pleurent de soulagement, ça doit être super intense à voir. Bref, l'atmosphère est très très lourde, mais enfin une page peut se tourner. Le shérif Barclay rentre à son bureau pour travailler quand un collègue l'appelle. Il lui dit « Viens à la morgue tout de suite, il faut que je te montre quelque chose ». Donc le shérif Barclay se retrouve à la morgue et là il voit le corps de Jim Truesdale étendu sur un genre de brancard. Il sent une odeur de produits chimiques mêlée à une odeur d'excréments. À ce moment-là, son collègue de la morgue lui dit l'odeur c'est normal, en général quand ils se font exécuter, ça leur arrive très souvent de faire dans leurs pantalons, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Là, son collègue lui dit approche, viens voir. Il lui montre le pantalon de Jim Truesdale retourné à l'envers et il y a quelque chose qui brillait parmi les excréments, c'était la pièce d'$1. Et le collègue dit au shérif je comprends pas. Ce gars-là est resté plusieurs mois enfermé et on n'a jamais trouvé cette pièce d'$1. Et là, le shérif est abasourdi, il s'assoit dans un coin, il réfléchit et là, il dit à son collègue, il a dû avaler la pièce la première fois quand on est allé frapper chez lui et depuis, il a dû l'avaler encore et encore à chaque fois qu'elle ressortait. À chaque fois, il l'expulsait, il la nettoyait, il la ravalait encore et encore jusqu'à sa mort. Voilà pour cette histoire que je trouve géniale parce qu'elle brouille vraiment les pistes. On n'est jamais vraiment sûr de savoir si Jim Truesdale est le coupable. À un moment donné, t'es dans un camp, après t'es dans l'autre. Moi, personnellement, j'ai été un bon moment dans le camp de Jim Truesdale quand j'ai découvert cette histoire. On dirait vraiment que Jim Truesdale s'est fait piéger par quelqu'un de plus intelligent que lui. Et non, pas du tout. C'est terrifiant.
Voilà pour ces histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre histoire préférée. Je vous mets en barre d'infos mes sources. J'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir certains de mes auteurs préférés, notamment un, vous allez découvrir en barre d'infos. Et moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, faites de beaux rêves ou de beaux cauchemars. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye.